Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue pour une nouvelle émission consacrée en marchant sur les traces des poilus. Aujourd'hui, nous verrons plus particulièrement le tunnel de Tavannes. Après avoir parcouru un petit sentier de quelques centaines de mètres, nous arrivons finalement au fronton du tunnel de Tavannes, qui est ici devant moi. Alors nous voici devant deux galeries concernant le tunnel de Tavannes. Celle qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est celle de gauche, la galerie d'origine, qui a été construite à partir de 1869. Alors, cet ouvrage s'inscrit, si vous le voulez bien, dans la continuité du réseau ferroviaire pensé dès 1862, qui devait relier Reims, Châlons-sur-Marne, Verdun et Metz. Ça a été découpé en plusieurs tronçons. D'abord, la ligne Reims-Châlons-sur-Marne, Châlons-sur-Marne, Saint-Hilaire-au-Temple et Saint-Hilaire-au-Temple, Verdun, où Verdun était, en 1870, le terminus provisoire de cette ligne. Le terminus provisoire de cette ligne a accueilli de 1868 en construction jusqu'en 1970 la gare de Verdun, gare construite sur les plans de Gustave Eiffel, car démontable. Pourquoi démontable? Parce qu'elle était installée sur un terrain militaire et l'autorité militaire de l'époque pouvait à tout moment faire démonter cette gare pour récupérer la zone, le secteur qui pouvait servir éventuellement à la défense de Verdun. Alors pour la protection de la première galerie, celle d'origine, il y a eu de construit en 1881, et notamment nous en verrons, si vous voulez, les vestiges en allant du côté sud-ouest, où vous apercevrez des gonds qui accueillaient à cette époque une porte métallique. Ici, il y avait en construction dès 1883, derrière moi, un corps de garde. Alors nous voici à l'intérieur du corps de garde du tunnel, et on s'en aperçoit les ouvertures qui pouvaient servir d'observation et d'utilisation des armes en vue des tirs éventuellement. Nous avions aussi ici un parapet de tir qui permettait aux soldats de bien se mettre en position et de pouvoir utiliser son arme. Alors je vous ai dit que le début de la construction était à partir de 1869, car il fallait penser à prolonger la ligne Verdun, dans un premier temps, jusque Étain, chose qui sera faite donc dès 1872. La construction du tunnel est en maçonnerie donc dite normale pour l'époque, pierre, maçonnerie, pas vraiment, disons, de béton armé. Il fait, ce tunnel, 5,50 m de haut pour 4,50 m de large. Sa longueur est environ de 1200 mètres, mais une plaquette atteste, finalement, je vais vous la montrer, que ce tunnel mesure effectivement 1195 mètres. Voilà. Alors, d'après certains documents, quand on les fouille, il y en a qui parlent de 1400 mètres, d'autres de 1500 mètres, alors qu'ici, nous avons vraiment la vérité, 1195 mètres de galerie. Alors, sur le fronton du tunnel, concernant les deux galeries, celle de gauche, vous avez inscrit 1874, mais rien n'indique dans les documents, fouillés d'ailleurs, que 1874 corresponde à la date de début de construction et à la date de la fin de construction. En revanche, 1936 est une grande probabilité de la fin de la construction de la deuxième galerie. On peut remarquer d'ailleurs une petite différence d'infrastructure entre ces deux galeries, une architecture pour la première galerie dite ordinaire, et ici, pour la deuxième galerie, qui sera donc terminée en 1936, une infrastructure dite ovoïde. Alors, ma petite puce, nous allons pénétrer à l'intérieur du tunnel. Tu vas t'en rendre compte, tu vas lever la tête pour voir comment c'est fait, et ainsi de suite, car c'est le plus vieux tunnel du secteur de Verdun.
Alors ce tunnel, après avoir été creusé, a été maçonné, et les travaux se sont achevés le 4 juillet 1870, justement 15 jours avant la déclaration de la guerre par la France à l'Allemagne, qui en date du 19 juillet 1870. Et ces travaux, il restait très peu de choses à faire, que des finitions, pour ainsi dire, donc des travaux d'achèvement. Et ceux-ci ne seront repris que le 5 avril 1871, bien après l'armistice signé le 28 janvier d'ailleurs de cette même année, et quelque temps avant le traité de paix signé à Francfort le 10 mai 1871. Alors, on peut dire finalement que cet ouvrage va être terminé à la mi-mai 1872. À la mi-mai 1872, une fois que l'ouvrage sera complètement terminé, sera installée bien sûr à nouveau la ligne ferroviaire, donc les rails, de Verdun à Étain. Alors le premier train, c'est un train de marchandises qui partira de la gare de Verdun en direction d'Étain, et ce sera le 1er novembre 1872. Les voyageurs devront attendre le 7 juin 1873 pour se permettre ce petit voyage Verdun-Étain. Bien, maintenant, tu sais, ma puce, on va découvrir une cheminée d'aération qui se trouve au centre du tunnel, le début du creusement de la galerie de 17 qui reliait le tunnel au fort de Tavannes qui se trouve au-dessus, et les niches à munitions, plus une porte en béton spécial dite blindée qui devait servir pendant la Deuxième Guerre mondiale à obstruer le tunnel pour raison de sécurité. Alors nous sommes à l'entrée d'une petite galerie qui relie les deux tunnels, celui construit dans les années 70 et celui construit dans les années 1936. Cette galerie, il y en a 11 comme celle-ci. Elles sont distantes en gros d'une centaine de mètres. Ces arceaux ont été construits dans les années 74-75 en renforcement, si vous voulez, de la voûte qui était abîmée à certains endroits. Il y a en gros 4 secteurs d'arceaux comme celui-ci tout le long du tunnel, plus ou moins longs. Alors, ces arceaux ont été étudiés de façon à, lorsqu'ils ont enlevé cette ligne de chemin de fer, qu'elle puisse être remise à niveau au cas où. Et ces arceaux donc, peuvent laisser passer aisément une locomotive et les wagons qui sont tractés. Qu'est-ce que c'est ça, papy? Alors ça, ma petite puce, derrière ce mur de briques a été rajouté pour éviter des explorateurs inconscients et indélicats. Derrière, nous avons le début de creusement de la galerie qui devait relier le fort de Tavannes au tunnel, sur une longueur en gros de 375 mètres. C'est une galerie qui a été creusée début 1917, mais qui n'a jamais été achevée. Alors ici, nous sommes devant une niche à munitions qui servait de magasin à poudre pour la garnison de Verdun également. Elle est bien étudiée puisqu'elle fait finalement 4 mètres de long, 5 mètres de profondeur, et par rapport au radier du tunnel, vous avez une hauteur de 1,60 m. Ce qui veut dire que lorsque les wagons arrivaient, ils étaient pratiquement, si vous voulez, à la même hauteur que cette surface, ce qui avantageait donc la manutention donc, du déchargement des wagons. Alors je vous présente la seule et unique cheminée d'aération qui se trouve à peu près au centre du tunnel et qui donne sur une autre espèce de voûte par au-dessus de cette voûte. Voilà. Et de part et d'autre, il y a, si vous voulez, comme une galerie qui permettait d'accéder donc dans la zone boisée par un escalier. Et cet escalier menait, si vous voulez, à une autre cheminée qui était garnie d'un fortin. Alors dès 1875, comme tout ouvrage donc, construit, était prévu d'être édifié des fourneaux de mine pour détruire justement l'ouvrage en cas de conflit.
Ces fourneaux de mine étaient installés sur une galerie supplémentaire au-dessus, dont nous venons d'apercevoir finalement les prémices, disons, de construction. Et ça a été modifié en 1895, où on a appelé ça les fourneaux de mine dites de ciel, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment au-dessus du tunnel, prêts à être, disons, mis en œuvre pour exploser toute la surface donc de terre qui pouvait descendre dans le tunnel et colmater ainsi celui-ci pour empêcher toute circulation. Papi, qu'est-ce Oui. que c'est ça? Alors ça, si tu veux, c'est une niche de protection qui permettait aux ouvriers de se réfugier ici lorsqu'un train passait. Les ouvriers, des fois, si tu veux, ils travaillaient dans le tunnel. Donc, avec un code actionné par le conducteur, un coup de sifflet ou deux, ou je ne sais pas combien, tu vois, ils se réfugiaient dans les niches comme ça, et le train pouvait passer, et eux, ils étaient en toute sécurité. Donc, ces niches, il y en a plusieurs, espacées en gros tous les 100 mètres également. Alors, donc, Romain, qui filme, est dans la deuxième galerie du tunnel construite en 1936, donc fin de construction plutôt. Et ici, nous sommes exactement dans la dernière galerie de jonction entre les deux tunnels. Et cette galerie a une particularité. On peut apercevoir ici, monté sur roue, on ne voit plus les rails de roulement, mais on aperçoit encore les roues en bas, ici, de part et d'autre. C'est la porte, donc, bétonnée, qui était chargée de colmater, plutôt d'obstruer le tunnel pour raison de sécurité. Pourquoi? Parce que ceci, ça a été construit pendant la guerre de 40-45, notamment en 42 ou 43, par l'organisation Todd, qui avait repéré que ce tunnel pouvait servir d'abri à des V2. On pouvait installer sur wagonnets de 60, le long du tunnel, 14 fusées V2, puisque chacune mesure 14 mètres de longueur. En laissant donc 100 mètres de part et d'autre du côté sud-ouest et 100 mètres de sécurité également du côté nord-ouest, nous atteignons pratiquement la longueur avec 60 fusées de 14 mètres. Ok, bah tu vois mon doudou, ça y est, nous sommes arrivés au bout du tunnel. Nous sortons donc du côté du sud-ouest en direction de Verdun, donc le côté opposé, après avoir parcouru 1195 mètres. Et maintenant, nous allons commenter un peu l'infrastructure sud-ouest du tunnel, si tu le veux bien. Ok ? Du côté opposé, je vous avais parlé en défense, en protection donc, du tunnel, l'adjonction de portes métalliques dès 1881. Ici, nous avons encore les gonds. Il y avait la même porte exactement de l'autre côté. Ça n'existe plus, bien sûr. Et nous pouvons remarquer, si vous voulez, on a parlé de date tout à l'heure, 1874, 1936, mais il y a une date que beaucoup de gens ignorent et que nous apercevons peu, car il faut vraiment connaître où elle se trouve. Cette date, si vous permettez, je vais vous la montrer. Elle est sur la clé de voûte de la première galerie, ici, où c'est indiqué 1871. On peut voir le 1, le 8, le 7 et un petit trait à côté du 7 qui signifie 1. Alors cette date correspondrait, je dis bien, à la reprise des travaux le 5 avril 1871, après donc la guerre de 1870-1871. Alors, entre les deux dates, 1936 et 1874, figure ce qu'on appelle le pied droit, donc le blason de la ville de Verdun. On peut reconnaître sur la couronne la tour chaussée et les tours qui symbolisent les remparts de Verdun. Et en dessous, la cité, avec la cathédrale notamment, que nous voyons, avec les deux tours opposées. Figurez-vous que dès juillet 1916, cette galerie, ce tunnel, a été transformé en cantonnement. On pouvait, je dis bien, héberger est un bien grand mot, plutôt entasser de 1000 à 2000 soldats tout le long du tunnel. La vie était effroyable. Il n'y avait pas d'hygiène.
pas de latrines. Ils faisaient leurs besoins comme bon leur semble, toujours du même côté, c'est-à-dire du côté est, jusqu'au centre du tunnel. Il y avait certes de la chaux pour éliminer tous ces excréments, mais ça ne suffisait pas. Ils vivaient dans une odeur pestilentielle. Et puis, il y avait aussi la vermine, les poux. Ils passaient, ces soldats, en gros dans ce tunnel, 10 à 15 jours avant de rejoindre leur ligne. Alors c'était des unités éparses qui passaient là, pas toujours des régiments complets, il ne faut pas avoir des compagnies de ceci, des compagnies de cela et autres. Et il y avait également une infirmerie et un poste de secours. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y avait quand même de l'éclairage, mais un faible éclairage effectué au moyen d'un groupe électrogène, et ils avaient installé tous les 10 mètres une lampe. Ce n'était pas ça. Ils vivaient pratiquement dans l'obscurité. Alors, ce tunnel servait aussi, avant qu'il y ait ce cantonnement, de passage en sécurité des troupes qui montaient de Verdun pour aller de l'autre côté batailler sur le terrain de la Laufée et sur la batterie de Danlou et faire face donc à la plaine de la Wavre qui était investie par les Allemands. Et puis, dans la nuit du 4 au 5 septembre, selon les témoignages, l'horaire est peut-être à un quart d'heure près, 21h, 21h15, il y a eu une catastrophe dans ce tunnel. Vers 21h, 21h15, une corvée de transport de grenades arrive de la direction de Verdun, transportée par des ânes, voire des mulets. Ils arrivent à l'entrée du tunnel et butent. Il y a un animal qui bute sur une traverse, ce qui fait chuter quelques grenades donc, de son contenant et qui atterrit malheureusement et qui explosa sur la réserve de pétrole qui alimentait le groupe électrogène. D'où début d'incendie, mais cet incendie va se propager très vite. Vu que les baraquements sont faits en bois, les soldats qui couchaient à l'époque, qui se reposaient, si on veut bien, ont été surpris par l'incendie. Ça va exploser et le tunnel va brûler pendant 3 jours, pratiquement. Et cela va coûter la vie, en gros, de 500 à 600 soldats. Les secours ne pourront pas parvenir avant 3 jours, tellement que ça brûle, tellement que ça se consume, tellement que l'air est vicié. Les quelques rescapés réussirent à s'échapper de cette fournaise du côté est en rejoignant la fontaine de Tavannes. C'était une grande catastrophe qui n'a pas été dénoncée dans la presse. Sur le journal des marches et opérations de cette journée du 4 au 5 septembre figure RAS. Alors les victimes, quelles sont-elles devenues? Elles ont été déclarées par l'état-major français portées disparues. Ceux qui n'étaient pas consumés entièrement ont été enterrés donc, dans le secteur du tunnel de Tavannes. Et à la fin de la guerre, en 1920, principalement 20 ou 21, ils furent exhumés et enterrés à nouveau, plus solennellement, donc, dans le cimetière militaire de Duny-sur-Meuse. Une chose que peu de gens savent encore, c'est qu'il y avait, parmi toutes ces victimes, un petit groupe de gendarmes, commandé par un sous-officier. Il s'agissait donc d'un sous-officier et de 5 gendarmes dont leur mission était, si vous voulez bien, de maintenir l'ordre à l'intérieur du tunnel. Bien sûr, avec tous les monceaux de troupes qui arrivaient, il fallait quand même un certain respect de l'ordre. Et c'était ces gendarmes-là qui étaient chargés de le faire respecter. Après avoir dégagé les cadavres et ainsi de suite, dès la fin septembre 1916, bien sûr, donc le tunnel va être réhabilité, il va être reconsolidé et de nouveau va accueillir des gens
des poilus, des soldats qui viendront encore être hébergés dans ce tunnel. En 1917, il va y avoir une autre configuration. Il va devenir un garage, notamment un garage pour de l'artillerie lourde, notamment des canons montés sur wagons, donc voies ferrées. L'artillerie ALVF, donc un canon de 340, donc déjà un gros tube, et qui sort et qui rentre, qui sort pour canonner et qui rentre à l'abri à nouveau, qui ressort canonner et qui rentre à l'abri à nouveau. Notamment, il va servir à la grande offensive d'août 1917. Puis, il y a un personnage qui viendra dans ce tunnel et qui commandait une batterie de 16. C'est le futur amiral Darlan, dont nous parlerons 25 ans après cette guerre de 14-18 et qui sera assassiné. De 1936 à 1974, il y avait 2 voies ferrées, celle-ci et celle-ci. En plus, comme c'est pentu, les gros convois, donc notamment ceux qui étaient chargés de chaux qui arrivaient de la carrière de Dugny, il y avait une 3e voie qui allait vers le pied droit. Le pied droit, si vous voulez, c'est l'entre-deux tunnels. Et pour installer des locomotives, soit pour pousser, ou soit pour tirer donc l'ensemble du train. Parce que ce n'était pas 2 ou 3 wagons, c'était jusqu'à 50, 60 wagons qu'il y avait à une certaine époque. Alors ici, nous sommes dans un abri bétonné qui était chargé donc de la surveillance des voies. D'une part, celui-ci en aval, et vous avez le même en amont. Donc, il y avait des soldats qui devaient prévenir, si vous voulez, tout problème aux conducteurs de locomotives de ne pas accéder au tunnel. Il y avait donc des meurtrières ici pour utiliser les armes au cas où. Alors c'était un petit groupe de soldats qui passaient 24 heures et qui étaient relevés donc tous les jours aux mêmes horaires, soit le matin ou soit le soir, et qui pouvaient même coucher ici. D'ailleurs, nous avons à l'intérieur encore l'emplacement pour un poêle pour se chauffer l'hiver et ainsi de suite. Voilà. Et là, nous avons une inscription de quelqu'un que je connais particulièrement. Voilà. Bien, chers téléspectateurs, merci pour nous avoir suivis tout le long de ce petit périple du tunnel de Tavannes, n'est-ce pas? Une histoire originale et sensationnelle, moi je trouve. Et je remercie également notre petite puce, Lauréliane, de nous avoir si bien accompagnés. Au revoir.